Le jour où tu as quitté cette relation, ou le jour où il t'a quitté, tu n'es pas reparti les mains vides. Je sais que peut-être c'est ce que tu ressentais. Je sais que les premières semaines, les premiers mois, tu avais peut-être l'impression d'avoir tout perdu. Du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, souvent de la confiance. Presque toujours une version de toi-même que tu aimais. Mais il y avait quelque chose dans tes bagages que tu ne voyais pas encore. Quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. Une connaissance, pas une connaissance que tu as choisi d'acquérir. Une connaissance que la vie t'a forcé à développer dans les conditions les plus exigeantes qui soient et qui maintenant est gravée en toi d'une façon que rien ne peut effacer. Et Carl Jung, il y a presque un siècle, avait un nom pour ce que tu portes. Ce nom va changer la façon dont tu te regardes. Pour de bon. Parce que ce que l'empathe qui a survécu à un narcissique sait sur les êtres humains, sur les relations, sur les dynamiques du pouvoir et de la manipulation, sur la nature profonde de l'attachement, sur la différence entre ce qui ressemble à de l'amour et ce qui en est vraiment. Tout ce que tu sais maintenant après ce que tu as traversé, personne ne peut te l'enseigner dans un livre. Personne ne peut te le donner dans une formation. Personne ne peut te l'expliquer en théorie. Et le narcissique, lui, il le savait. Il sentait que ta présence à ses côtés était en train de te donner quelque chose malgré lui. Et cette peur de ce que tu allais finir par voir, de ce que tu allais finir par comprendre, a été l'une des sources profondes de sa violence envers toi. Pas l'unique source, mais une source réelle. Il avait peur de ce que tu étais en train de devenir. Et dans les prochaines minutes, Jung et 15 ans de pratique clinique vont te montrer exactement ce que tu portes. Je me souviens du moment exact où j'ai compris que ce que j'avais traversé m'avait donné quelque chose. Pendant longtemps, je ne voyais que ce que ça m'avait coûté. Et ce que ça m'avait coûté était réel, des années. Une image de moi-même que j'avais mis du temps à reconstruire. Une capacité à faire confiance que je devais réapprendre depuis presque le début. Je ne minimise rien de ce coup. Mais un jour, en lisant Jung pour la 4e ou 5e fois, je suis tombé sur quelque chose qu'il avait écrit sur la souffrance et la conscience, et quelque chose en moi a changé. En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai vu cette même transformation dans des centaines de visages. Ce moment où une femme comprend que la connaissance qu'elle a acquise n'est pas une blessure, c'est une armure. Et que cette armure, elle est à elle pour toujours. Jung a écrit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Cette phrase, qui me semble à chaque fois que je la relis, l'une des plus précises jamais écrites sur la connaissance humaine, décrit exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas choisi l'obscurité, mais tu l'as traversée. Et en la traversant, en refusant de fermer les yeux sur ce que tu voyais, en continuant à regarder même quand ça faisait mal, tu l'as rendue consciente. Et cette conscience est de la lumière, une lumière que tu ne pourras plus perdre, parce qu'elle est née de l'expérience et non de la théorie. Alors quelles sont ces choses que tu sais et que les autres ne savent pas? Je vais te les nommer une à une, et peut-être qu'en les entendant, tu vas les reconnaître comme des vérités que tu portais sans les avoir jamais mises en mots. Retiens bien ceci, parce que la première connaissance que tu as développée est peut-être la plus précieuse de toutes. Première connaissance, tu sais lire les gens d'une façon que les autres ne peuvent tout simplement pas. Après des mois ou des années dans une relation narcissique, ton système nerveux a développé quelque chose d'extraordinaire, que la psychologie clinique commence seulement à bien documenter. Une capacité à détecter les incongruences, à remarquer quand les mots ne correspondent pas au regard, quand le sourire ne monte pas jusqu'aux yeux, quand quelqu'un dit une chose et que son corps en communique une autre, quand une gentillesse a quelque chose de légèrement calculé dans sa précision, quand une attention ressemble un peu trop à de l'investigation déguisée, quand une phrase dite doucement porte exactement la quantité de blessures nécessaires pour atteindre sans laisser de traces. Cette capacité, tu ne l'as pas développée parce que tu voulais devenir méfiante ou suspicieuse. Tu l'as développée parce que ta stabilité émotionnelle en dépendait. Dans une relation narcissique,
la capacité à lire les signaux subtils, à anticiper les changements d'humeur, à détecter les signes avant-coureurs d'un épisode difficile avant qu'il n'arrive. Cette capacité se développe comme un muscle. Elle se développe par nécessité absolue, par survie quotidienne. Et une fois développée à ce niveau d'intensité, elle ne disparaît pas quand la relation se termine. Elle reste avec toi. Elle fait maintenant partie de ton système. Les neurosciences appellent ça la sensibilité aux micro-expressions et aux signaux non-verbaux. Jung, dans ses travaux sur l'intuition comme fonction psychologique, parlait de cette capacité à percevoir ce qui dépasse le contenu conscient d'une interaction. Ce que nous percevrions intuitivement avant de pouvoir le formuler rationnellement. Cette forme d'intelligence sociale non-verbale est rare, statistiquement rare. Et tu l'as développée à un niveau que des années de formation en communication ou de cours de psychologie ne peuvent pas produire. Tu as peut-être déjà remarqué quelque chose dans tes interactions depuis que tu es sorti de cette relation. Tu détectes certaines choses dans de nouvelles personnes, parfois dès les premières rencontres. Quelque chose dans une façon de parler qui ne sonne pas tout à fait juste. Quelque chose dans un regard qui glisse trop vite. Quelque chose dans une façon d'interagir avec le serveur ou avec quelqu'un de moins influent qui révèle plus en 10 secondes que des heures de conversation. Quelque chose dans une dynamique de groupe qui ressemble trop à quelque chose que tu connais de trop bien. Et cette détection arrive souvent avant que tu puisses l'expliquer rationnellement. Elle est dans le corps avant d'être dans la tête. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas des séquelles de trauma transformées en méfiance excessive. C'est une lecture fine, précise, fondée sur des années d'apprentissage dans les conditions les plus exigeantes. Et cette lecture te protège maintenant d'une façon silencieuse, efficace, constante. Voilà un détail que peu de personnes comprennent. Le narcissique t'a donné une cartographie de la manipulation humaine que la plupart des gens n'auront jamais. Et il ne le voulait pas. Il voulait te diminuer. Il voulait te rendre dépendante. Il ne voulait pas te donner un outil, mais c'est ce qui s'est passé. Du calme, parce que la deuxième connaissance est peut-être celle qui va te surprendre le plus dans la façon dont elle se formule. Deuxième connaissance, tu sais ce que l'amour n'est pas. Et ce savoir vaut infiniment plus que tu ne le crois. Je sais que formulé comme ça peut sembler amer, comme quelque chose qu'une personne blessée dirait. Mais laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire, parce que ce n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. La plupart des gens qui n'ont pas traversé une relation narcissique naviguent dans leur relation amoureuse avec une définition de l'amour qui inclut des éléments qui ne sont pas de l'amour. Des éléments qui ressemblent à de l'amour de l'extérieur, qui peuvent même se sentir comme de l'amour de l'intérieur pendant un temps, mais qui en réalité sont quelque chose d'autre. Ils confondent l'intensité avec la profondeur. Une relation explosive, intense, imprévisible, qui provoque des émotions fortes, ça ressemble à quelque chose de passionné. Mais ce n'est pas de la profondeur, c'est de l'instabilité. Ils confondent la jalousie avec la preuve d'amour. Ils confondent le contrôle avec la protection. Ils confondent la dépendance émotionnelle avec l'attachement véritable. Ils confondent le besoin constant de vérification avec de l'intérêt. Et ces confusions leur coûtent des années, parfois des décennies. Toi, tu sais maintenant ce que ces choses ne sont pas. Et cette connaissance négative, cette capacité précise à reconnaître ce qui ressemble à de l'amour, mais qui n'en est pas, est l'une des formes les plus précieuses de conscience relationnelle qui existent. Jung avait nommé ce processus dans ses écrits sur l'individuation. Il observait que la croissance psychologique réelle passe souvent par la confrontation avec ce qui n'est pas. Le processus par lequel on découvre ses propres illusions, ses propres patterns inconscients d'attachement, ses propres schémas répétitifs. Et il observait que cette confrontation, aussi douloureuse soit-elle, produit une clarté que rien d'autre ne peut produire. Pas les livres, pas les thérapeutes, uniquement l'expérience directe, vécue dans le corps et non dans la tête.
Tu as peut-être remarqué quelque chose dans tes relations ou amitiés depuis ta sortie de cette relation. Tu remarques plus vite quand une dynamique commence à devenir malsaine. Ce qui t'aurait pris des années à percevoir avant, maintenant tu le vois au bout de quelques semaines, quelques mois au maximum. Et tu n'as plus le même seuil de tolérance. Tu poses des limites plus tôt, tu pars plus tôt, ou tu nommes ce que tu vois plus tôt, au lieu de laisser les choses s'installer. Ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas une incapacité à faire confiance, c'est une calibration. Et cette calibration te protège d'une façon que des années de thérapie préventive n'auraient peut-être pas pu produire. Il y a cependant quelque chose que je dois te dire sur cette connaissance. Quelque chose que j'ai vu dans ma pratique créer des difficultés chez des femmes qui auraient pu l'éviter si elles l'avaient compris à temps. Cette connaissance de ce que l'amour n'est pas peut parfois, dans les premières années après la relation, être confondue avec une incapacité à faire confiance. Et ces deux choses ne sont absolument pas la même. L'incapacité à faire confiance vient de la blessure non intégrée. Elle se manifeste par une méfiance indiscriminée, par une fermeture défensive envers toutes les personnes nouvelles, par une lecture négative systématique de toutes les relations. La connaissance de ce que l'amour n'est pas, elle, vient de la blessure intégrée. Elle se manifeste par une discrimination précise, par la capacité à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. La différence entre les deux, c'est l'intégration. Et cette intégration, c'est exactement le travail sur lequel tu es peut-être en train de travailler en ce moment, consciemment ou non. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la lecture des gens. Cette deuxième connaissance s'y greffe directement. Tu lis les signaux non-verbaux et tu sais maintenant ce que les signaux verbaux peuvent cacher. Ensemble, ces deux connaissances forment quelque chose que Jung appelait la conscience avertie. Une conscience qui a été forgée dans l'expérience concrète et non dans la théorie. Retiens bien ceci, parce que la troisième connaissance touche à quelque chose que Jung considérait comme l'une des vérités les plus fondamentales et les plus difficiles à accepter de la psychologie humaine. Troisième connaissance. Tu sais que les gens ne changent que lorsqu'ils le décident d'eux-mêmes, et jamais avant. Dans une relation narcissique, tu as essayé de toutes les façons que tu pouvais imaginer de créer les conditions dans lesquelles il pourrait changer, dans lesquelles la relation pourrait fonctionner différemment, dans lesquelles tu pourrais trouver un moyen d'être heureuse à côté de lui. Tu as essayé en te montrant plus aimante. Tu as essayé en posant des limites. Tu as essayé en expliquant avec patience et précision comment ces comportements te faisaient souffrir. Tu as peut-être essayé en partant temporairement, en espérant que l'absence ferait quelque chose. Tu as peut-être essayé en revenant, en espérant que cette fois les choses seraient différentes. Tu as essayé en te taisant. Tu as essayé en parlant plus. Et après tout ça, tu as appris quelque chose que personne ne peut comprendre vraiment de façon théorique, quelque chose que tout le monde prétend comprendre, mais que très peu de gens ont vraiment intégré dans le corps. Les gens ne changent pas parce que tu le veux. Les gens ne changent pas parce que tu souffres. Les gens ne changent pas parce que tu le leur demandes, même avec amour, même avec patience, même avec des années de chance donnée. Jung l'avait formulé avec une précision qui, chaque fois que je la lis, me semble impossible à dépasser. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Le narcissique nie. Il nie sa propre ombre, ce concentré de honte et de vide que Jung définissait comme la partie de soi qu'on refuse d'être. Il nie sa propre responsabilité dans ce qu'il fait. Il nie l'impact de son comportement sur ceux qui l'entourent. Et ce déni le maintient dans une impossibilité structurelle de transformation. Pas parce qu'il n'en aurait pas théoriquement la capacité, mais parce qu'il choisit, à chaque moment décisif, de ne pas regarder ce qu'il faudrait regarder. Et toi, tu sais ça, pas comme une information lue dans un article, comme une vérité que tu portes dans le corps, comme quelque chose que tu as éprouvé sur des mois ou des années, dans chaque tentative qui n'a pas fonctionné, dans chaque espoir qui s'est dissous, dans chaque retour qui ressemblait à un recommencement et qui était juste une nouvelle boucle du même cycle.
Cette connaissance te protège maintenant d'une façon précise. Elle te protège de recommencer le même pattern avec quelqu'un d'autre. Elle te protège de dépenser ton énergie à essayer de changer ce qui ne peut pas être changé. Elle te protège de cette spirale épuisante où tu adaptes sans arrêt ton comportement en espérant qu'il fera enfin la même chose. Et elle te libère pour investir cette énergie là où elle peut produire quelque chose de réel, dans des relations qui peuvent réellement évoluer, avec des personnes capables de réciprocité. Et voilà quelque chose que je veux te dire parce que ça me tient à cœur et parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu entendre bien plus tôt. Toutes ces tentatives que tu as faites, toutes ces années que tu as consacrées à essayer de changer quelque chose qui structurellement ne pouvait pas être changé, ce n'était pas de la naïveté, c'était de l'amour. C'était la façon dont une personne fondamentalement orientée vers la connexion et vers le soin répond à la souffrance dans une relation. Tu n'as pas fait quelque chose de stupide, tu as fait quelque chose de profondément humain. Et cette humanité-là, cette capacité à aimer même dans les conditions les plus difficiles, est l'une de tes qualités les plus profondes. Il l'a exploitée, mais elle reste la tienne, entière, intacte. Et maintenant, tu sais comment la diriger vers des endroits où elle peut être reçue. Du calme, parce que ce que je vais te décrire maintenant est quelque chose que j'appelle la connaissance invisible. Et c'est peut-être celle qui va te toucher le plus. 4e connaissance. Tu sais ce que c'est que d'être seul dans une pièce pleine de gens. La solitude spécifique de la relation narcissique, cette solitude d'être avec quelqu'un et de se sentir complètement seul, d'avoir une présence physique à côté de toi et de se sentir plus isolé que si tu avais été physiquement seul dans une pièce vide. Cette solitude particulière te donne quelque chose que les personnes qui ne l'ont pas vécu ne t'auront jamais. Elle te donne une sensibilité exceptionnelle à la solitude des autres. Pas de la pitié, quelque chose de plus fin que ça. Une reconnaissance. Tu remarques maintenant des choses dans les gens autour de toi que tu n'aurais peut-être pas remarquées avant ou pas avec cette précision. Tu vois quand quelqu'un sourit avec les lèvres mais que quelque chose dans les yeux est éteint. Tu vois quand quelqu'un dit que tout va bien avec cette légère tension dans les épaules qui dit exactement le contraire. Tu vois quand quelqu'un fait semblant d'être présent dans une conversation, mais est ailleurs, dans un calcul, dans une anxiété, dans quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à nommer. Tu vois ces petits moments où quelqu'un est dans sa solitude de milieu de foule. Et tu la reconnais, parce que tu la connais. Jung avait observé que les individus qui ont traversé une souffrance profonde et consciente développent ce qu'il appelait une résonance authentique avec la souffrance d'autrui. Non pas de la projection, non pas de la pitié condescendante, mais une reconnaissance réelle, profonde, qui ne nécessite pas de mots et qui précède l'analyse rationnelle. La capacité à voir dans l'autre une expérience que tu connais depuis l'intérieur, même si les détails sont entièrement différents. Et cette reconnaissance crée quelque chose dans les relations que peu de choses peuvent créer. Elle crée de la confiance. Elle crée un espace où les autres se sentent vus, vraiment vus, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Tu as peut-être remarqué que depuis ta sortie de cette relation, les gens se confient à toi d'une façon qui parfois te surprend. Des personnes que tu connais depuis peu te disent des choses qu'elles disent rarement à qui que ce soit. Des personnes dans des groupes se tournent vers toi quand quelque chose ne va pas. Des inconnus dans des situations ordinaires semblent te trouver accessible d'une façon particulière. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement parce que tu es agréable. C'est parce que tu vois. Et les gens sentent, souvent avant même de pouvoir le formuler, quand ils sont vraiment vus. Et c'est rare. Et quand ça arrive, ça crée quelque chose. Cette connaissance invisible est une forme de connexion humaine que certains philosophes et certains penseurs considèrent comme la plus précieuse qui soit. Et tu l'as développée dans les conditions les plus improbables, parce que tu as survécu à l'inverse de la connexion. Et en survivant à ça, tu sais maintenant ce que la connexion vraie signifie. Retiens bien ce concept, parce que maintenant je dois te parler du retournement.
de la chose que tu n'avais peut-être pas encore vue sur tout ce que je viens de te décrire. Et ce retournement va changer quelque chose dans la façon dont tu te regardes. Ces 4 choses que tu sais, cette capacité à lire les gens, cette clarté sur ce que l'amour n'est pas, cette compréhension profonde que les gens ne changent que lorsqu'ils le décident, cette sensibilité à la solitude des autres, ces 4 choses ne sont pas des séquelles. Elles ne sont pas les cicatrices laissées par la relation. Elles ne sont pas des symptômes de trauma déguisés en compétences. Elles sont ce que Jung appelait les fruits de l'individuation par le feu. Jung avait observé quelque chose de fondamental dans ses décennies de travail clinique sur la psychologie de l'inconscient. Il avait observé que les individus qui traversent ce qu'il appelait une descente dans l'ombre, une confrontation forcée avec les parties les plus sombres de la réalité psychique humaine, ressortent de cette descente avec une conscience structurellement élargie. Pas toujours, pas automatiquement, uniquement ceux qui ne ferment pas les yeux, uniquement ceux qui regardent même quand ça fait mal, uniquement ceux qui refusent de se mentir à eux-mêmes sur ce qu'ils voient, uniquement ceux qui, après avoir touché le fond, trouvent en eux-mêmes la ressource de remonter. Et toi, tu as regardé, peut-être pas immédiatement, peut-être pas sans résistance, peut-être avec des allers-retours, des moments de déni, des moments où tu avais besoin de fermer les yeux pour reprendre de l'énergie avant de regarder à nouveau. Mais tu as regardé. Et le regarder t'a coûté quelque chose, et ce coup a produit quelque chose. Et voilà la chose que le narcissique ne comprendra jamais sur toi. Voilà ce qu'il a complètement raté dans toute l'équation. En essayant de te diminuer, il t'a agrandi. En essayant de te rendre dépendante de son regard pour te voir, il t'a appris à te voir sans lui. En essayant de te faire croire que tu étais trop sensible, trop exigeante, trop émotionnelle, trop quelque chose. Il t'a donné une profondeur émotionnelle que les personnes qui n'ont jamais été poussées dans leurs limites ne développent pas. En essayant de te maintenir dans une incompréhension de ce qui se passait vraiment, il a déclenché en toi un processus de recherche de la vérité qui a fini par te donner plus de clarté que tu n'en aurais eu autrement. En essayant de t'isoler de ton propre jugement, il t'a forcé à développer un jugement plus solide, plus fondé, plus ancré que celui que tu avais avant. Ce n'est pas de la reconnaissance envers lui. Ce n'est absolument pas dire que ce qu'il a fait était acceptable, ou que la souffrance avait un sens, ou qu'elle était nécessaire. La souffrance n'avait pas besoin d'avoir un sens pour que ce qui en est sorti soit réel. Et ce qui en est sorti est réel. C'est toi, maintenant. Cette version de toi qui voit, qui sait, qui reconnaît, qui ressent avec une précision que tu n'avais pas avant lui et que tu n'aurais pas développée sans ce que tu as traversé. Jung l'avait dit d'une façon qui me revient souvent quand je travaille avec des survivantes. La rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables. Il avait compris que la vraie connaissance de soi ne se produit jamais dans le confort. Elle se produit dans la confrontation. Et tu as été confronté à des choses que peu de gens affrontent, et tu en as fait quelque chose. Il y a une 5e connaissance, et je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est peut-être la plus intime, la plus difficile à mettre en mots, et pourtant la plus transformatrice de toutes. 5e connaissance. Tu sais ce dont tu as besoin pour vivre vraiment. Avant cette relation, peut-être que tu vivais d'une façon un peu approximative dans tes besoins. Peut-être que tu savais vaguement ce que tu voulais, ce dont tu avais besoin dans une relation, ce qui était important pour toi, ce qui était négociable et ce qui ne l'était pas. Mais cette connaissance était peut-être restée floue, générale, pas encore testée par la réalité d'une vraie confrontation entre tes besoins et le refus de les satisfaire. Après cette relation, cette connaissance n'est plus floue. Elle est précise, elle est concrète, elle est physique dans le corps. Tu sais maintenant, d'une façon que tu n'aurais pas pu imaginer avant, ce qui se passe en toi quand quelqu'un te respecte vraiment versus quand quelqu'un performe le respect.
Tu sais ce que ça fait quand une relation te nourrit versus quand elle te vide sans que tu comprennes pourquoi tu es épuisé après chaque interaction. Tu sais ce que ça fait d'être entendu vraiment versus d'être juste écouté en surface pendant que l'autre attend son tour pour parler. Tu sais la différence entre quelqu'un qui te veut dans sa vie et quelqu'un qui a besoin de toi dans sa vie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec toi. Ces distinctions, qui semblent évidentes quand on les lit dans un article de psychologie, sont en réalité extraordinairement difficiles à percevoir dans le vif de l'expérience. Elles nécessitent un système nerveux calibré. Un système nerveux qui a appris, dans les conditions les plus exigeantes, à distinguer le vrai du faux, le réel de la performance, la connexion de la dépendance, la chaleur de la stratégie. Ton système nerveux est ce système, et cette calibration est peut-être l'un des cadeaux les plus inattendus et les plus durables de ce que tu as traversé. Jung parlait de la capacité de discernement psychologique, cette capacité à voir au-delà des apparences et des formes sociales, pour percevoir la réalité des dynamiques intérieures d'une personne ou d'une relation, comme l'une des formes les plus précieuses d'intelligence psychologique. Et il observait qu'elle ne se développait pas dans les situations confortables. Elle se développait dans les situations qui forçaient l'individu à faire des distinctions subtiles sous pression, encore et encore, pendant des mois et des années. C'est exactement ce que tu as fait. Et c'est maintenant en toi. Et maintenant, je veux te poser une question. Pas pour que tu me répondes à moi, pour que tu te la poses à toi-même, sérieusement, peut-être ce soir dans le calme. Est-ce que depuis ta sortie de cette relation, tu as parfois eu l'impression d'être trop prudente, d'avoir trop de filtres, d'analyser trop les situations et les personnes nouvelles? Est-ce que tu t'es parfois reproché de ne pas t'ouvrir assez vite, de ne pas faire confiance assez facilement? Si oui, je veux que tu entendes ceci. Ce que tu prends peut-être pour de l'hypersensibilité ou de la méfiance excessive est en réalité ton intelligence relationnelle qui fonctionne, qui fait exactement ce qu'elle est censée faire, qui te protège en temps réel avec les outils qu'elle a développés dans une école difficile. Et il y a une différence fondamentale entre rester dans la peur du passé et voir clairement le présent. Si tu continues à te développer, à travailler sur toi, à intégrer ce que tu as traversé plutôt que de le fuir ou de le porter comme une blessure ouverte, cette intelligence relationnelle va devenir de plus en plus précise, de moins en moins peur, de plus en plus discernement. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas faible, tu n'as pas été stupide de ne pas voir plus tôt ce qui se passait. Tu as été une empathe, une personne fonctionnant dans la bonne foi et dans l'amour réel, dans une relation avec quelqu'un qui avait fait de ton empathie, de ton amour et de ta bonne foi ses outils de contrôle. Et malgré ça, tu as survécu. Et en survivant, tu as développé quelque chose que lui ne pourra jamais avoir. Une connaissance réelle, ancrée dans le corps et dans l'expérience vécue, sur les êtres humains et sur ce qui compte vraiment dans une relation. L'empathe qui a survécu au narcissique sait des choses que personne ne sait. Et maintenant, tu sais exactement ce que tu sais. Et si tu regardes en arrière sur tout ce que tu as traversé, sur le prix que tu as payé, sur les années que ça a coûté, sur les versions de toi-même que tu as perdues en chemin et que tu es en train de retrouver, et si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, tu peux peut-être commencer à voir quelque chose que tu n'avais pas encore vu. Pas que ça valait la peine de souffrir, jamais ça, mais que tu n'es pas ressorti de là les mains vides, que tu portes quelque chose, que ce quelque chose est à toi, et que personne, jamais ne pourra te le prendre. Jung a écrit une dernière chose que je veux te laisser ce soir. Il a écrit « Ce que tu nies te soumet ». Ce que tu acceptes te transforme. Il a nié, et il est soumis à sa propre ombre, à ce cycle qui recommence avec la prochaine personne, à cette impossibilité structurelle de grandir vraiment. Toi, tu as accepté ce que tu avais vécu, tu as accepté la vérité de ce que c'était.
Tu as accepté la douleur de comprendre et tu t'es transformé, pas complètement, pas d'un seul coup, mais réellement, profondément, d'une façon qui tient. Et pour finir, une seule chose à faire dans les commentaires. Écris éveillé si tu reconnais une de ces 5 connaissances en toi. Et si tu veux, dis-moi laquelle t'a le plus touché, laquelle tu sens le plus vrai dans ce que tu vis en ce moment. Parce que chaque mot que tu vas écrire va peut-être être exactement la chose qu'une autre femme avait besoin de lire ce soir pour comprendre qu'elle n'est pas repartie les mains vides, qu'elle porte quelque chose, que ce quelque chose lui appartient, et que c'est, d'une façon inattendue et réelle, une forme de victoire.